Évidemment, construire une tour en bois, faire une conférence à ce sujet, c'est compliqué. Il y a encore 5 ans, c'était une page blanche. Aujourd'hui, je viens en toute tranquillité, toute modestie apporter l'expérience que j'ai pu avoir. Je n'ai pas la clé, je n'ai pas une solution définitive. J'essaie d'essayer de vous amener un petit peu les réflexions qu'on a amenées nous, et puis de partager avec vous les idées qu'on a pour l'avenir. De dire d'abord d'où on vient. Évidemment, on connaît tous très bien les ossatures, l'OSB, on a tous commencé avec ça dans les années 2000, à faire des villas, des bâtiments à 2, 3, 4 étages. OK, ça c'est une solution qu'on a, qui existe, qui fonctionne. Par contre, comme vous le savez, on a quelques soucis quand on veut commencer à monter dans les étages. C'est que, comme c'est illustré sur cette image-là, voilà, ici ou là, quand on a des charges verticales qui sont très élevées, on a des contraintes perpendiculaires, on doit renforcer les montants et on est amené aussi à avoir toutes sortes de difficultés à stabiliser les bâtiments. Donc là, est-ce qu'on est véritablement capable, respectivement, de la possibilité de construire des bâtiments à 10, 12, 14, 16 étages? En tout cas, dans la forme actuelle, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a encore 3 ans, 4 ans, ou une dizaine d'années en Autriche, qui ont développé ce fantastique panneau qui est le XLAM ou le CLT. On a dit c'est fantastique, c'est exactement ce qu'il faut, on va construire tout, on va tout remplacer. Alors je viendrai après sur les problèmes techniques qui sont liés au CLT, mais aussi aujourd'hui, avec toute cette difficulté de l'approvisionnement en bois qu'on a, est-ce que l'utilisation d'un panneau qui est dans 2 directions et dont on utilise en fait finalement que le 60% des fibres quand on en a besoin, est-ce que ça c'est la solution? Est-ce que ce panneau-là, qui nécessite pas mal de bois, est la solution actuelle alors qu'on voit tranquillement se profiler vers nous une véritable gestion de la ressource bois? C'est aussi un élément qu'on a pas mal oublié ces dernières années, c'est qu'en fait on a toujours cru que le bois était en abondance, qu'on allait pouvoir l'utiliser à jamais, qu'on n'en utilisait vraiment pas assez. Aujourd'hui, on va commencer à devoir avoir une gestion des ressources. Et là aussi, ce genre de panneau nous pose quelques questions. J'ai juste fait cette illustration-là. Finalement, quand on a besoin d'efforts verticaux, parce que finalement, dans ces tours, c'est là qu'on a des difficultés, c'est pour des charges verticales, même si on a un très bon panneau, il n'y a que 60% des fibres qui sont dans la bonne direction. Donc on va utiliser plus de bois, ce qui était très louable il y a encore quelques années, mais qui aujourd'hui devient un problème et qu'on sent très amplifié en ce moment autour de nous. Maintenant, si on va plus loin, on peut dire, OK, alors qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est des cadres poteaux-poutres, poteaux verticaux, semi-horizontaux. Voilà, ça c'est une possibilité qu'on a. Dans cette illustration qui est là, à dessin, j'ai commencé aussi à dire, OK, dans ces bâtiments-là, est-ce qu'on veut vraiment faire tout bois? Ou est-ce qu'on doit aller un peu plus loin et s'imaginer que finalement, cette vision qu'on a dans la construction bois, que tout doit être en bois pour que ce soit juste, est-ce que ça ne doit pas être nuancé? Est-ce que d'autres matériaux ne peuvent pas nous aider? Et puis, est-ce que le futur de la construction en bois, que ce soit pour faire des tours ou pour construire des bâtiments à étages, ce n'est pas un mix de différents matériaux? Parce que pour des questions de fourniture, pour des questions de qualité, mais aussi, et j'y reviendrai un petit peu plus tard pour des questions d'économie, la réflexion qui doit venir, c'est de dire, OK, comment on peut construire avec ces matériaux qu'on a à disposition? Si je poursuis maintenant, c'est de dire, ben voilà, si on le fait avec des éléments verticaux, au moins on a des éléments verticaux, on a des éléments qui portent. Et puis, j'ai aussi mis une nuance qui arrive aussi, qu'on va arriver chez nous, c'est qu'on peut faire du contact vertical et on peut aussi utiliser d'autres essences qui sont, par exemple, ces essences qui arrivent sur le marché, qui sont le hêtre, le frêne, et qui permettent d'avoir des très haute résistance, en particulier à la compression, et qui nous intéresse pour essayer, sur une tour de 14 étages, de ne pas avoir des poteaux qui passent du simple au double entre la tique et le ré. Si je poursuis ceci, j'aimerais aussi partager le souci qu'on a, c'est que quelquefois, avec des panneaux ou avec le bois, on a une espèce d'illusion, c'est que finalement, il suffit de construire en bois comme en béton. Alors, statiquement, il y a de fortes chances qu'on y arrive, c'est vrai, parce qu'on a un matériau qui a des qualités exceptionnelles, qui est le bois, qui s'approche dans certains cas de celle du béton. En plus, on a une résistance à la traction. Par contre, dans un bâtiment à étage et dans un bâtiment d'habitation, c'était très bien cité par l'auteur, la personne qui a présenté avant moi,
eh bien, on a aussi des problèmes acoustiques, on a aussi des problèmes thermiques. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie que le bois, il pèse quand même 5 fois moins que le béton, et qu'un mur de 200 mm en bois, il est 5 fois moins lourd qu'un mur en béton, et il a quelques soucis d'acoustique qu'on n'arrive pas à régler de façon très simple. Et ça, je pense que c'est aussi important de le garder en tête, c'est qu'on ne construit pas en bois comme en béton ou comme en acier. Maintenant, effectivement, on a participé, comme vous le voyez sur cette image, à 3 concours. Très rapidement, sur la gauche, c'est une tour à Zug, où on était 2e. À droite, c'est une tour à Lausanne, où on a été 3e. Puis au milieu, c'est une tour à Lausanne qui a une surélévation dont on a eu la chance de gagner un mandat d'études parallèles. Et on est en cours de discussion pour son éventuelle exécution. Donc, j'ai essayé ici, dans cette présentation, de vous dire qu'est-ce qu'il y a de similaire ou qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous tous, pour essayer de construire ces tours. Je me permets aussi de faire une parenthèse, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on veut construire des tours en bois? Parce que c'est un marché intéressant, oui. Le but, c'est probablement qu'on en crée un phare, un exemple. Pour nous, alors moi je vous parle ici du côté de l'ingénieur-entrepreneur, c'est de dire ce qui est important pour nous, c'est que si on construit quelques tours en bois, nos clients de tous les jours qui veulent construire des immeubles de 2, 3, 4 étages, ils vont se dire, mais si en bois, on est capable de construire une cour de 14 étages, moi, je peux tranquillement construire mon immeuble. Et là, il y a aussi un marché très important pour la construction en bois. Donc, il faut, au même titre qu'on a construit des patinoires, qu'on a construit des éléments phares, il faut utiliser ces tours pour démontrer la capacité du bois, mais aussi pour élargir à des objets plus simples la capacité d'utilisation du bois. Donc, dans ces éléments-là, ce que je voulais dire, effectivement, on n'est pas tout seul, ce n'est pas que le bois. Et je pense que, aussi bien pour la formation du futur, aussi bien pour la formation continue dans les bureaux, si on va de plus en plus loin aujourd'hui dans la construction en bois, on ne le fera pas avec d'autres matériaux. Je montre par exemple ici une solution où le noyau est en béton parce qu'on décide de mettre le noyau en béton parce que c'est plus simple, ça nous apporte de l'inertie thermique, ça nous apporte de la rigidité, on doit s'encastrer dans les fondations. Donc là, en fait, on ne joue pas dans un jeu seulement dans le bois, on joue dans une optimisation des matériaux pour permettre de construire en bois. Je montre l'autre exemple qui est là, c'est une surélévation un peu particulière, c'est cette tour qui est à Lausanne où on utilise un bâtiment existant. Là aussi, on a des treillis de façade, ça a l'air assez compliqué, mais globalement, on utilise l'acier parce que les contraintes sont tellement élevées dans cette ferme triangulée de façade que c'est nécessaire. Et puis à un moment donné, je pense que c'est aussi très important pour le futur, on doit admettre les qualités, les défauts peut-être pas, mais en tout cas les limites de notre matériau, et qu'une fois, pour arriver à construire en bois, on doit aussi accepter qu'on va mettre d'autres matériaux qui vont nous aider à aller de l'avant. Et puis, je pense que toute cette culture de la mixité des bâtiments, elle est importante. Maintenant, si je vais un peu plus loin, c'est exactement déjà le cas quand on veut construire des immeubles de 2, 3, 4 étages, mais ça devient de plus en plus important quand on fait une tour, c'est d'essayer de garder une organisation en plan qui soit la plus répétitive possible. Pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on puisse superposer les porteurs. Ça, c'est très important. Une cage d'escalier ici, une cage d'escalier là. Ça, c'est important qu'on ait la façade, par exemple, tous ces éléments qui sont sur la façade ici, périphérique, qu'on ait autant de répétitivité possible, qu'on ait des charges qui soient les plus verticales, les plus alignées. Ça, c'est un élément extrêmement important. Ensuite, la deuxième raison, c'est aussi pour tout ce qui est des passages des techniques. Vous avez eu une présentation tout à l'heure sur comment on peut installer la technique dans un bâtiment. Si on doit faire énormément de déviations des techniques, si on doit gérer le passage d'un appartement à l'autre, c'est très délicat. Et en plus, avec le bois, c'est très, très important qu'on puisse préfabriquer et qu'on soit propre. Et puis, la troisième raison, je l'ai évoqué avant, c'est l'acoustique. C'est-à-dire que moi, on va avoir d'appartements qui se séparent verticalement, plus on va s'approcher d'une solution rationnelle. En tout cas, avec l'état de nos connaissances aujourd'hui. Maintenant, si je poursuis là-dedans, c'est pour expliquer, ce n'est pas seulement notre concept, mais c'est que finalement, comment on peut dire qu'aujourd'hui, raisonnablement, on arrive à construire une tour en bois? Eh bien, si je passe à l'étape suivante, c'est dire, OK, très souvent, on va essayer d'avoir un noyau. Alors, c'est un clin d'œil, ce noyau-là qui est tout en noir, c'est-à-dire, OK,
on fait du béton ou du CLT, mais on va utiliser des éléments massifs, c'est là où on va mettre les ascenseurs, c'est là où on va faire toute la technique. Tout cet élément-là, il va nous permettre d'accéder. Ensuite, on va dire, OK, on va faire, ça marche assez bien, tous les éléments de façade où on peut structurer la façade directement avec le bois, on structure la façade, on structure des éléments isolés, des éléments préfabriqués, des ossatures. Là, on structure la façade, ça fonctionne très bien avec des éléments porteurs en bois. Et après, évidemment, dans une tour, elle est souvent rectangulaire. On a 2 ou 3 irrégularités là où on va devoir utiliser des porteurs un peu plus conséquents. Alors j'ai dit, OK, ils peuvent être en acier, peuvent être, on peut dire, dans du bois à haute performance. Ensuite, voilà le résumé que j'ai donné, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et puis, pour terminer, je crois que si on veut faire assez vite, on va passer directement à la suite, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on va empiler ces éléments les uns sur les autres? Je vous ai expliqué de long en large que c'était compliqué avec une ossature, qu'il fallait essayer autant que possible de définir des charges qui passent directement d'un porteur vertical avec des fibres verticales, avec d'autres éléments, qu'on devait faire attention à l'acoustique. Voilà, on doit aussi être prudent à autre chose. C'est quoi? C'est de dire quel type de bois on va utiliser, je l'ai évoqué avant. Ici en bas, on a des charges très élevées. Alors, est-ce qu'on utilise du frêne? Est-ce que dans l'eau, on utilise de l'épicéa? On voit qu'on a dans notre bibliothèque de matériaux, on a ici du barreau-bourret qui a des valeurs très élevées. On a aussi en Suisse des gens qui fabriquent. Où on doit être assez attentif avec le hêtre, c'est que quand on construit une tour, on a des temps de construction qui sont relativement longs. Vous allez mettre 6 mois, 8 mois pour construire la tour. Donc, vous allez avoir des éléments aux intempéries. La petite photo de gauche, elle est pour vous faire juste un rappel, c'est que le hêtre, il n'aime pas tellement l'humidité. Ce qu'il y a là, c'est des éléments de hêtre qui sont sur une tablette de fenêtre, chez nous à Orge. Et après quelques jours, à l'humidité, vous voyez qu'ils se déforment beaucoup. Donc, je pense que là, on doit être attentif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire avec ça. Ça veut juste dire que dans les processus de construction, les processus de protection, on doit être attentif. On doit aller juste dans le détail du montage pour savoir comment on peut construire pour préserver de l'humidité ces éléments-là. Parce qu'il ne s'agit pas de se protéger d'un orage qui va arriver pendant 10 minutes. C'est 6 à 8 mois, voire une année, qui est soumis aux intempéries. Si je poursuis maintenant, comment on va faire passer ces éléments de compression parallèles aux fibres? Alors, ça, c'est une solution. J'ai vu, il y a encore 2 semaines, qu'il y a une thèse à l'EPFZ qui a été faite. Mais le principe est aussi le même, c'est de dire, finalement, notre objectif, c'est que l'élément qui est en compression ici soit connecté directement à l'élément qui est là. Par contre, on n'a pas envie de le faire sur des éléments qui vont avoir des fibres parallèles. Alors, une des solutions que nous, on partage là, c'est de dire, OK, dans ce cas-là, on passe à travers un trou qu'on fait dans l'élément de bord, on passe à travers le béton, parce que le béton, il peut être aussi de très haute performance, et en fait, on fait une transmission d'effort d'un poteau en bois qui a des fibres alignées, au béton qui a la chance, lui, d'être isotrope, tant mieux, on en profite, et puis après, on passe à travers le sommier et on vient dans le poteau. Ça paraît très bête, mais ça structure beaucoup la façon dont on va construire les sommiers de bord, dont on va construire les attaches des solives avec les sommiers de bord. Et il faut toujours se rappeler que ça va être ça qui va être déterminant. Et que c'est dans ces détails-là qu'on va être capable de monter plusieurs étages les uns par-dessus les autres. Si je poursuis là, comment et qu'est-ce qu'on peut faire comme... Alors, j'ai mis des dalles en bois. C'est souvent des dalles mixtes bois-béton. Et puis, ce que j'ai résumé là, vous avez plusieurs possibilités de dalles mixtes. Vous pouvez mettre des solives très rapprochées, vous pouvez mettre des solives éloignées. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est obligé d'avoir des éléments linéaires. Si on veut que ce soit apparent, il faut des éléments linéaires parce que c'est la loi sur l'incendie qui nous dit ça. On nous dit aussi, c'est ce que j'ai noté là, qu'on est obligé, principalement notre constat, c'est que ces tours, on est obligé de mettre des sprinklers, excusez-moi, parce que sinon, on ne peut pas rendre visible le bois. Alors faire une tour en bois dont les planchers ne sont pas visibles, ce n'est pas extraordinaire. Par contre, on n'a pas le droit de faire cette solution, en tout cas aujourd'hui, ou en tout cas il faut discuter avec les essais, on n'a pas le droit de faire une solution avec des éléments qui sont surfaciques. Il faut aussi dire, tout le monde est assez effrayé par les sprinklers, mais finalement c'est une solution qui fonctionne assez bien.
Et puis, si on regarde toutes les couches qu'on devrait mettre pour rendre R90 nos planchers avec le Fermacell, la solution Sprinkler est moins coûteuse. Par contre, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, il y a un effort assez important à faire pour les convaincre que c'est possible. Si je poursuis maintenant, voilà ce que ça donne, ces 2 concours, 2 architectes, et finalement, les options qui ont été choisies là sont les mêmes, c'est de dire, OK, trouvons une solution pour intégrer la distribution des sprinklers. On voit ici les éléments des dalles béton qui sont apparentes. Alors, pourquoi des dalles béton apparentes ? C'est aussi un problème de physique du bâtiment, c'est d'être capable, en fait, que ces dalles béton nous permettent d'avoir du déphasage thermique. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'elles sont apparentes. On peut imaginer un faux plafond pour passer des techniques dans les couloirs et autres. Mais ça nous paraît important. Et puis aussi, autant que possible, comme vous le voyez sur l'image, c'est d'avoir des rainures pour cacher les sprinklers, puis d'essayer d'avoir des espaces qui sont encore agréables. Si je poursuis maintenant, une des grandes questions de ces tours, alors je vous l'ai dit, c'est l'option qu'on a choisie le plus souvent, c'est d'avoir un centre en béton. Alors la grande question, est-ce que je monte tout cet élément en béton d'abord, mais il faut imaginer que 14 étages, ou 20 étages, ou 30 étages, ça fait 80 mètres, 60 mètres, peu importe. C'est assez long à le faire en béton. Et puis c'est un peu ennuyeux de ne pas être capable de suivre avec la construction en bois. Et ce que nous, on constate plutôt dans la partie étude de l'exécution, c'est qu'on est gentiment en train de développer un nouveau métier qui est celui où on n'a pas seulement des gens qui font du béton à un certain moment, puis d'autres qui font du bois. C'est que globalement, il y a une équipe de gens qui sont en train de monter des tours. Et cette équipe-là, elle monte des tours, elle pose des éléments en bois. C'est ce qu'on voit sur la partie qui est là, c'est qu'on doit être capable à la fois de bétonner le corps central, de poser des façades, de poser des éléments et de poser des éléments de plancher. C'est un peu ça qu'on doit réfléchir, comment faire travailler ces gens-là, comment utiliser de façon optimale la grue, parce qu'on constate que l'option souvent habituelle de faire tout le béton et venir après le bois, elle pose des problèmes de délai, parce qu'on dit en préfabriquant bois, ça va très vite, mais en fait, avec ça, on n'est pas très efficace en termes de timing. Si je poursuis maintenant avec cette diapositive-là, je ne sais pas si on est capable de lancer la vidéo, mais en fait, peut-être. Si ce n'est pas le cas, je peux simplement commenter, ce n'est pas grave. C'est pour dire simplement que l'idée qu'on en a, c'est de monter le corps en béton, ensuite les façades, et puis d'arriver finalement à un élément qui est terminé. C'est pas grave, on peut rester là. Et puis, disons, ce qu'on veut dire aussi dans la façon dont on est capable de faire, ça c'est le rendu de la tour de dessous qu'on a fait avec les architectes Mélie Peter, et c'est de dire, ben voilà, c'est une image qui parle assez bien, se dire globalement, il faut qu'on aligne les porteurs verticaux, c'est ce qu'on voit bien sur l'image qui est là, je crois qu'on le voit. Et puis en bas, les éléments horizontaux. Et puis à gauche, la structure de la façade qui est guidée par des piliers verticaux. Et puis, quelques petits éléments sur la durabilité quand même. Je pense que le thème aujourd'hui, il est important. Vous avez beaucoup entendu des gens. Je pense que globalement, dans les gens qui veulent investir et qui ont envie d'avoir un objet en bois pour le futur, qui ont envie d'avoir une tour en bois, pour ces gens-là, le discours et l'obligation de construire avec du bois local, suisse ou local, ou à une distance courte est très importante. Pourquoi ? Parce que l'investisseur aujourd'hui qui aimerait avoir un objet et puis qui aimerait communiquer autour de cet objet en bois, lui, il a envie et il veut être assuré que c'est quelque chose qui va être local. Alors là, vous avez une carte typique de la Suisse romande où on essaye d'expliquer. Finalement, c'est une carte Google, mais on voit assez bien où sont les zones de forêt. Pourquoi se battre pour construire des tours en bois si on ne le fait pas pour valoriser nos forêts? Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour le futur. On est dans une situation actuelle aujourd'hui sur laquelle je ne reviendrai pas, où c'est idéal pour proposer ça et où il y a un écho pour le faire. Voilà, j'arrive tranquillement à la fin de ce que je voulais partager avec vous, en disant que je pense qu'au départ, pour construire une tour en bois, c'est clair, il faut avoir une compréhension de comment fonctionne le bois. OK, ça c'est bien.
Ensuite, on a beaucoup d'influences externes pour une tour, c'est l'architecture, la protection incendie, l'acoustique, la physique du bâtiment. Et puis pour la vision d'avenir de comment on peut collaborer, c'est de dire on ne peut pas construire des éléments de telle difficulté technique sans avoir une connaissance élargie des matériaux, le bois, le béton, l'acier, et que ce n'est pas en travaillant chacun, on dit ça volontiers, hein, travailler chacun dans un silo que ça va fonctionner. Et puis on doit essayer de tenir compte aussi de la production et du montage. Et je vous remercie de votre attention. Ja, vielen Dank, Jean-Marc, für deinen fantastischen... Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ton sublime exposé. Ici, nous penchons également sur les tours en bois parce que ça préoccupe toute la branche, donc ça nous préoccupe comme haute école spécialisée et je pense que tu as montré différents concepts, ceci à merveille d'ailleurs, concepts que vous avez développés pour les premiers concours. Je ne suis pas tout à fait parfaitement, je suis pas parfait en français, j'avais pas les écouteurs, donc j'ai dû me concentrer un petit peu sur tes dessins et plans, mais bon, tu as présenté différents concepts et en règle générale, c'était des constructions hybrides que tu nous as montré et j'ai vu qu'il y avait une espèce de petite évolution dans ce que tu nous as montré. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce que gentiment vous avez trouvé la bonne direction pour vous ou est-ce que le tout est toujours fonction de la situation géométrique et du mandat de construction? L'hybride. Le bois et le béton, ça vient plutôt de ces contraintes et ces limitations comme l'acoustique, la physique de construction et la protection incendie. Sans béton, il est difficile. Pour l'instant, c'est toujours difficile. Si nous travaillons avec d'autres couches, les coûts vont exploser, comme tu dis. Et puis, l'autre point... Est-ce qu'on a déjà une solution toute parfaite? Non. Comme d'habitude, dans la vie, nous ne construisons que des prototypes, mais ces différents principes qu'on essaye de travailler au maximum de manière verticale, ces plombs, etc., nous essayons de pouvoir les aligner. Ça, c'est très important de pouvoir aligner ces plombs. Et il y a une question justement qui soulève ceci. Je t'interromps, pardon. La question, est-ce que ces structures hybrides, béton armé, acier et bois, vont résoudre le problème du réchauffement climatique? Je rejoins cette question du réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que le projet que tu viens de nous présenter nous permettra de résoudre les problèmes climatiques? Question difficile, je sais. Moi, je dis ce que je ressens en cet instant, pour l'instant, en ce moment. Il y a 10 ans encore, on a toujours dit « Ouais, on a beaucoup de bois, on peut l'utiliser, il y en a de manière illimitée en Suisse. » On a dit « On a 10 millions, année après année, et on utilise uniquement 5 millions. » Mais ça signifie aussi que si nous allons doubler les constructions en Suisse, que le marché passe de 5 à 10%, eh bien, tout de suite, ce bois qui repousse année après année, il est utilisé. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire le tout avec du bois. Donc, nous avons besoin de solutions intelligentes. Et peut-être ces solutions incluent le béton, mais peut-être là, on doit également changer quelque chose. Donc, nous ne sommes pas la seule solution. Nous ne sommes pas seuls dans la solution. Oui, nous avons besoin de solutions intelligentes, tout à fait. Bien sûr, en ce moment, tu es un peu, disons, contrôlé de la situation, la disponibilité du matériau de bois, d'autres matériaux de construction, pas seulement le bois. Donc, il y a là des limites à cause de cette explosion des activités de construction au monde. Mais la question de la disponibilité ne doit pas être la raison pour laquelle on utilise le béton, si je peux te contredire là. Mais bon, regardons, il y a d'autres questions. Prête-t-il bien au montage des planchers préfabriqués? Comment gérer la jonction avec le noyau en béton? C'est une technische Frage, die wieder die Hybridkonstruktion betrifft. C'est une question plutôt technique, disons. Le thème de... Alors, OK, on dit on veut faire des éléments préfabriqués, bois, béton, bois ou pas. Est-ce que ça fonctionne bien pour construire des bâtiments à plusieurs étages si on préfabrique?
La question est aujourd'hui toujours ouverte. Je n'ai pas une réponse claire. Il y a des cas où, si on doit passer beaucoup de techniques dans cet élément de béton, et puis si on est plutôt orienté sur une affectation de logement, là, c'est plus délicat de préfabriquer parce qu'on a beaucoup de techniques à passer. Peut-être que c'est plus intelligent de bétonner sur place, c'est vrai. Par contre, quand on s'oriente plutôt sur des bâtiments administratifs, sur des bâtiments scolaires, où on va utiliser ces espaces libres pour passer de la technique, là, je pense que la préfabrication s'impose. Après, vous avez vu cette tour de Malais, c'est une surélévation. Vous n'avez aucun moyen d'utiliser, de bétonner sur place parce que vous ne pouvez pas vous appuyer pour étayer les planchers. Donc, voilà une autre solution qu'on est obligé de trouver. Donc, Merci. Voilà. Das andere, was ich noch habe, ist eher eine Aussage. Un autre point, c'est plutôt un commentaire en ce qui concerne des installations sprinklers. Là, ce ne sont pas seulement les coûts d'achat, les coûts diffèrent selon les communes et il y a des émoluments, donc c'est un critère KO pour la construction, non? Je pense, en Suisse, on a beaucoup peur de ces installations sprinklers. Mais si c'est bien expliqué d'un point de vue technique comment ça fonctionne, que lorsqu'il pouvait y avoir un incendie, bien sûr, ce ne sont pas c'est pas toute l'installation sprinkler qui s'enclenche. Donc, on a besoin de formation, je pense, d'information. Donc, je ne pense pas que c'est tellement difficile. Un de ces exemples, dès le début, le maître d'ouvrage a dit je veux absolument pas de sprinkler, mais avec les coûts et comment ça fonctionne, on peut approcher les gens un peu de cette décision de travailler avec un sprinkler. Mais le cœur, il ne faut pas seulement écouter le cœur, mais également la tête, le cerveau.